Salut, c'est Guillaume, expert comptable et accompagnateur de TPE depuis plus de 10 ans. Dans la vidéo du jour, je vous propose d'aborder ensemble des astuces pour faire diminuer l'IS. Vous sortez d'une réunion avec votre comptable, votre expert comptable, votre boucher qui a parlé compta avec vous, j'en sais rien. Enfin, en gros, vous avez une idée de votre résultat et celui-ci est très élevé. Donc c'est super, ce sera une belle année. Le problème, c'est que si le résultat est très élevé, l'IS sera a priori aussi plutôt sympathique. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer le montant de la douloureuse? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir en 5 astuces. Restez jusqu'au bout parce que la dernière fera coup double. Alors pour replacer un petit peu le débat, la problématique, c'est que la base d'impôt sur les sociétés, c'est plus ou moins votre résultat. Et donc plus le résultat est important, plus nécessairement l'IS va être important aussi. Il ne suffit pas juste de dire je vais trouver des charges et c'est bon, ça va faire baisser l'IS. Enfin, mathématiquement c'est juste, mais une charge pour qu'elle ait un intérêt, il faut quand même qu'elle vous serve à quelque chose. Que si vous prenez une charge qui ne sert à rien, certes vous baissez l'IS, mais vous ça vous donne aucune contrepartie, donc c'est pas intéressant pour vous. Une charge pour une charge, c'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait une charge qui ait un intérêt, que ce soit pour la société ou pour vous, dirigeant, bien entendu. Donc, les 5 astuces que je vais vous proposer, ce sont des dépenses qui auront un intérêt, plutôt pour vous, côté dirigeant. Allez, on commence tout de suite. La première, on va parler déplacement. Et plus précisément, vélo. Le vélo, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a un derrière moi, voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Mais globalement, évidemment, c'est un moyen de locomotion qui est très avantageux. Alors c'est écologique, c'est pas cher comme une voiture et vous pouvez vous en servir autant pour aller voir vos clients, vos prospects, pour aller dans votre coworking ou ailleurs, que pour le week-end, faire vos balades et autres. Voilà, je ne vais pas non plus faire l'article du vélo. Et donc le vélo, c'est une dépense intéressante parce que vous allez pouvoir acheter un vélo avec votre société, d'accord? Ça fera une dépense et pour autant, la partie personnelle d'utilisation de ce vélo, le week-end dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ça ne donne pas lieu à taxation. Là où d'habitude, il y a ce qu'on appelle un avantage en nature pour un véhicule, pour un vélo, il n'y en a pas. C'est l'URSSAF qui nous le dit sur son site. Les avantages en nature du vélo sont non imposables finalement. Donc, vous pouvez y aller. On achète le vélo par la boîte et puis quand bien même vous l'utilisiez 50-50, peu importe, 50 pro, 50 perso, on ne viendra pas vous embêter, vous cherchez quoi que ce soit pour l'utilisation personnelle à 50%. Donc, hyper intéressant le vélo. Petit aparté quand même, un vélo ça peut valoir, je sais pas, les puristes me corrigeront, mais entre 50 € si on le prend d'occasion sur un site d'occasion, et 2000, 3000, 4000 €. Je crois que j'ai vu 5000 sur des vélos électriques qui ressemblaient à des petites Harley là, qui avaient l'air très sympa. Mais voilà, donc ça peut valoir très cher. Et toutes les dépenses qui dépassent une certaine valeur et qui restent dans l'entreprise, qui ont une durée de vie supérieure à 1 an, ça s'appelle des immobilisations. Et le principe de l'immobilisation, c'est qu'on ne le déduit pas en une fois. Si moi j'achète un véhicule, une voiture qui vaut 20 000 €, je ne vais pas pouvoir dire j'achète là, je sais pas, le 15 novembre, un véhicule qui vaut 20 000 € et j'ai 20 000 € de charge dans ma compta. Ça ne marche pas comme ça. On va nous dire, la voiture c'est une immobilisation, encore une fois, ça a une durée de vie supérieure à 1 an, ça procure des avantages économiques futurs, donc on va devoir l'amortir. L'amortir, ça veut dire que je prends le prix d'acquisition de ma voiture, 20 000 €, je divise par sa durée de vie, 5 ans dans mon exemple, et je passerai ça dans ma comptabilité, donc pendant 5 ans, je vais passer une charge égale à 20 000 divisé par 5, et la première année sera même inférieure, puisque si je l'ai acquise le 15 novembre, donc j'aurai 45 jours d'amortissement, d'accord? Donc je vais prendre 45 360e de 1/5 de 20 000. Vous m'avez suivi? Pour dire que l'immobilisation, c'est étalé dans le temps. Donc si vous voulez faire diminuer votre base imposable à l'impôt sur les sociétés pour un exercice particulier, ça ne va pas forcément correspondre à votre besoin. Donc le vélo, c'est très bien. S'il vaut moins de 500 €, on va pouvoir le passer en charge en une fois. S'il vaut plus de 500 €, on sera obligé de l'amortir. Et donc là, le bénéfice fiscal que vous en ferez sera étalé sur, alors peut-être pas 5 ans, on va peut-être l'amortir sur 3 ans, mais ce sera étalé en tout cas sur plusieurs années. Deuxième astuce, les indemnités kilométriques. Le principe des indemnités kilométriques, c'est que c'est un remboursement de frais pour tenir compte du fait, justement, que le dirigeant a utilisé son propre véhicule. Donc le prérequis, c'est d'avoir un véhicule. Vous-même, ou votre conjoint ou votre conjointe, ça marche aussi. Le véhicule, alors vous l'avez, c'est-à-dire que vous le possédez ou vous le louez, bien entendu. Vous pouvez avoir un crédit bail sur 2, 3, 4 ans. Ça, vous le payez perso, vous payez le carburant perso, l'assurance perso, l'entreprise perso. En gros, il n'y a rien qui passe sur la structure. Tous les frais sont assumés par vous personnellement. Ils sortent de votre compte personnel. Donc, mais votre véhicule, il vous arrive de l'utiliser à des fins professionnelles pour aller voir banquier, fournisseur, prospect, comptable. Peu importe. Donc cette utilisation professionnelle du véhicule, il est normal qu'on vous la rembourse quelque part. Et comment est-ce qu'on fait pour vous la rembourser? Eh bien,
on va vous demander de tenir un registre des kilomètres que vous avez fait. À la fin de l'année, on a une formule de calcul qui est mise à jour chaque année par l'administration fiscale, où on va transformer les kilomètres effectués en euros. Il y a un barème qui existe en fonction de la puissance fiscale et du nombre de kilomètres effectués pendant l'année civile. Donc on transforme des kilomètres en euros, et ces euros-là, c'est une charge pour l'entreprise. Donc qui dit charge dit baisse d'IS. Pour autant, si on arrive à, je sais pas, 4 000 € d'ICA à la fin de l'année, ok, on a 4 000 € de charge côté entreprise. Les 4 000 € qui vous sont remboursés, que vous touchez vous à titre personnel, comme c'est un remboursement de frais, ce n'est pas imposable, ce n'est pas soumis à cotisation sociale. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est évidemment la réalité de ces kilomètres. Voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de tenir un registre par jour des kilomètres effectués. Mais si vous faites tous les jours le même trajet parce que vous allez toujours travailler chez le même client, ce ne sera pas une contrainte trop insupportable finalement. Donc, charge déductible côté société, non imposable de votre côté, et c'est non soumis à cotisation, ce qui veut dire que même si vous touchez l'ARE par exemple, vous êtes au Pôle emploi, vous touchez l'allocation de retour à l'emploi, eh bien ça ne diminuera pas votre ARE dans la mesure où c'est un remboursement de frais. Voilà, donc ça, très bonne astuce à avoir en tête, par contre, seulement si on a un véhicule. Troisième astuce, les chèques vacances. Les chèques vacances, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu comme les tickets restaurants. Ce sont des chèques que votre entreprise achète et vous octroie, et qu'après, vous pouvez utiliser quand vous allez alors dans certains restaurants, quand vous partez en voyage, quand vous allez dans les parcs d'attractions ou autres, vous allez pouvoir payer avec ces chèques. Donc, quelque part, c'est du pouvoir d'achat que l'entreprise vous donne, et sans pour autant le fiscaliser. Donc, ça veut dire que l'entreprise qui va acheter les chèques vacances, elle, ça va être une charge pour elle, d'accord ? Bien entendu, qui dit charge, encore une fois, dit diminution de la base imposable. Et pour autant, elle va vous en donner, mais on ne va pas augmenter d'autant votre revenu imposable. Et ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des chèques vacances qui peut-être valent 3, 4, 5, 600 €. Et pour autant, vous n'aurez, on va dire, à votre compte personnel qu'une augmentation de revenus qui sera bien moindre que moitié moins, quoi, grosso modo. Alors, il y a des formules de calcul particulières, il y a des plafonds qui existent, on ne peut pas octroyer n'importe quoi en chèque vacances. Il y a même des conditions d'octroi qui peuvent varier selon que vous êtes salarié ou non. C'est pas forcément adapté à tout le monde, et de toute façon, il y a une enveloppe qui est assez limitée puisque on ne pourra pas aller au-delà de 800 € de chèque vacances donné à une personne. C'est vraiment la limite maximum, sachant que si je donne 800 €, j'augmente d'environ la moitié, 400 € votre revenu, donc on a une base de cotisation quand même qui existe à hauteur de 400 €. Donc c'est pas totalement gratuit, mais pour autant c'est quand même quelque chose qui peut être utile et à avoir en tête, surtout en ce moment où ça commence un petit peu à repartir côté vacances et autres. Ça peut être sympa de se dire tiens, je vais aller au parc d'attractions préféré sans forcément devoir payer de ma poche. Allez, on est sur l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est les CESU, d'accord ? Les chèques emploi service universel. Les CESU, c'est quelque chose qui va vous permettre de payer des employés que vous avez à titre personnel. Donc pareil, c'est un peu comme le chèque vacances. L'entreprise achète des CESU, d'accord ? Et elle vous les donne. On a un maximum de 1 830 € par an. Donc l'entreprise achète pour 1 830 € de CESU. Elle vous donne 1 830 €. Pour vous, l'imposition, c'est zéro. Zéro de cotisation, zéro d'impôt sur le revenu. Vous récupérez donc 1 830 € de pouvoir d'achat. Par contre, c'est encadré. Ces CESU, ce n'est pas des billets de banque, bien entendu. Ça vous sert juste à régler. Donc, je disais des employés que vous avez à domicile. Alors, c'est à domicile ou pas forcément, mais ça va être tout ce qui est garde d'enfants, tout ce qui est employé de maison si vous avez une femme de ménage, jardinier, voilà, tout ce qui est vraiment lié à l'emploi à domicile, l'emploi des particuliers plutôt. Vous allez pouvoir les utiliser dans ce cadre-là. Vous allez même pouvoir vous en servir pour payer des structures si jamais vous n'êtes pas employeur direct. Vous savez, quand vous employez vous avez besoin d'une femme de ménage, plutôt, on va dire ça comme ça, vous pouvez soit la recruter, mais dans ce cas-là, il faut faire un contrat de travail, il faudra faire des bulletins de paye, et dans ce cas-là, le CESU servira à payer le net à payer de la femme de ménage, mais bon, ça vous laisse quand même un côté administratif à devoir gérer. Mais vous pouvez aussi dire, je fais appel à une association ou à une structure privée qui, elle, emploie cette personne-là, et moi, je paye cette structure. Comme ça, je n'ai pas du tout le côté administratif à gérer. Et ces structures-là peuvent recevoir en paiement les CESU aussi. Donc là, pour vous, c'est vraiment intéressant puisque ça vous évite le côté paperasse tout en gardant ce que je disais, le côté pouvoir d'achat. Donc limité à 1 830 € par an. Bon, après, à voir selon votre volume d'heures, bien entendu. Ça peut vous faire l'année si vous payez 200 € par mois. Ça ne vous fera pas l'année si vous payez une nounou à 800 € par mois. Ça fera quand même 2 mois gratuits, donc c'est quand même pas inintéressant. Le CESU, donc, alors, côté société, il faudra bien entendu les acquérir. Pour les acquérir, il y a des organismes qui vous les vendent. On ne peut pas les acheter comme ça auprès de n'importe qui. Bon, vous tapez CESU sur un moteur de recherche. Je suis sûr que vous allez trouver 2-3 organismes en lien sponsorisé qui seront capables de vous vendre ces chèques emploi-service universels. Et le dernier, la formation. Alors, la formation, là, je crois que je fais des déçus. Et on se dit, ah super, on est resté jusqu'au bout pour avoir le truc coup double, le mec nous parle de formation. Mais si, vous allez voir, c'est intéressant. Parce que quand on dit formation, la formation du dirigeant,
on peut mettre pas mal de choses derrière. Est-ce que vous n'avez pas des besoins qui sont liés soit à des acquisitions de compétences techniques? Ça forcément c'est très facile quand on est développeur informatique, on peut apprendre un nouveau langage ou un petit module ou quelque chose en plus. Donc on peut, je pense, trouver des modules de formation qui sont payants, pris en charge par la boîte. Donc vous acquérez des compétences, mais c'est quand même pris en charge par la boîte. On peut aussi aller sur des choses un peu plus généralistes. On n'est pas tous développeurs informatiques, mais donc si on va être consultant en gestion, en management du changement, de transition, en coach en quelque chose. On peut trouver des formations, je disais donc un peu plus généralistes, qui vont aller de l'accompagnement du client, comment développer son chiffre d'affaires, comment faire grossir sa boîte. Donc il y a des formations qui existent. Alors attention quand on tape ce genre de choses, on peut aussi tomber dans des formations qui n'ont aucun intérêt, donc il faut rester quand même, bien entendu, rappelez-vous ce que je disais initialement, si on engage une dépense, c'est pour avoir une contrepartie. Donc là, il faut que la qualité de la formation soit quand même significative. On ne fait pas 500 € de dépenses de formation qui ne servent à rien. Mais on peut même trouver des formations en langue étrangère. Si on veut se perfectionner en anglais, apprendre le chinois, l'allemand, ce que vous voulez, on peut bien entendu prendre des formations en langue étrangère, les faire passer, prendre en charge par la boîte, donc c'est la boîte qui paye la formation, et pour autant vous acquérez une compétence. Les petites choses à avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas que la formation soit totalement décorrélée de votre activité. Donc si vous êtes conseil en ce que vous voulez, et que votre marché c'est la France, c'est compliqué de dire que vous allez apprendre le chinois. Si par contre vous envisagez de faire de la prospection en Italie, bien entendu vous pourrez dire bon, j'ai appris l'italien pour ça, et donc prendre une formation en italien qui sera payée par la boîte. Bon, peut-être que la formation en italien, ça vous permettra de partir en vacances en Italie, ça c'est très bien. Mais vous voyez que vous pourrez justifier que la formation avait un intérêt même pour la société. Donc derrière, si vous prenez la formation en italien, idéalement, il faudrait quand même avoir quelques devis en italien, idéalement vraiment un client facturé en italien, mais au moins de la prospection pour dire voilà pourquoi est-ce que j'ai appris l'italien, c'était pas juste pour mon plaisir personnel, il y avait un intérêt pour la société. Une fois qu'on a abordé ça et que vous avez trouvé des axes de formation, donc vous formez, la boîte paye la formation, et le double effet, c'est que d'une part, donc évidemment, vous avez les dépenses de charge qui viennent directement en comptabilité diminuer votre IS, mais en plus, vous avez un crédit d'impôt pour ça. Alors ce crédit d'impôt, il s'élève à combien? Il est égal au nombre d'heures de formation que vous avez suivi, fois le taux horaire du SMIC, donc environ 10 €. Donc si vous avez suivi 30 heures de formation, vous avez compris que ça fera à peu près 300 € de crédit d'impôt. Et le bonus, c'est que jusqu'à 2021, on était plafonné à 40 heures. Donc si vous avez suivi 40 heures, ça fait 400 €. Si vous avez suivi 50 heures, ça fait toujours 400 €. Donc le fameux bonus, c'est qu'à partir de 2022, il sera doublé. Super, on pourra aller jusqu'à 800 €. Donc ça, c'est sympa. C'est cadeau. Merci. Pas de raison de ne pas l'utiliser du coup. Peut-être un petit tout dernier point, je n'ai pas parlé du loyer. C'est vrai que les dépenses de loyer SOM, c'est quelque chose qui peut faire baisser effectivement la note d'IS. En revanche, il y a une contrepartie qui est l'imposition à titre personnel. Je ne développe pas plus, il y a une vidéo qui existe à ce sujet. Je vous invite à aller la voir. Vous verrez, c'est une vidéo un petit peu plus longue qui dessine vraiment les contours et vous verrez si ça vous intéresse ou pas, tout simplement. Voilà, écoutez, on a fait le tour, j'ai tout dit. Si jamais vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On pourra échanger là-dessus et vous dire ce qu'on en pense. Vous avez peut-être vous-même des idées que vous voulez partager à tout le monde. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça nous aide, ça fait plaisir. À vous abonner, vous verrez qu'il y a d'autres vidéos de qualité qui sortent, comme ça vous n'en raterez aucune. À très bientôt, ciao.